D'abord, je vous remercie ce matin d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vais faire un peu de présentation. Alors, M. Maurice Cormier, M. Jean Bilodeau et M. John Zi, qui sont les administrateurs de la fabrique. M. Zi en est le président et M. Rémi Gagnon, qui est le responsable du département des fabriques au diocèse de Québec. Alors, ce matin, on vous a un peu convoqué pour officialiser ce que vous savez, la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste le 24 mai prochain, à l'occasion d'une célébration eucharistique qui se déroulera ici à 10h30 le matin. Cette décision qui avait été rendue publique, eh bien, elle a été approuvée par l'archevêque de Québec. On a reçu les documents qui nous autorisaient à vivre cet événement-là, le 24 mai prochain. Alors bien sûr que pour la communauté chrétienne qui particulièrement célèbre sa foi ici, c'est un événement qui est lourd et marqué de tristesse, mais c'est un événement quand même qui va permettre de nous redéfinir comme communauté chrétienne, comme Église, puis d'entrer dans une nouvelle façon d'être. La célébration, elle va se vivre le dimanche de la Pentecôte, particulièrement. Alors pour nous, c'est plein de signification. C'est le commencement de l'Église. Alors on aura, comme chrétiens, à faire des passages et à vivre nous aussi un nouveau commencement, un nouveau recommencement qui se fera du côté de l'Église Saint-Martyr canadien la semaine suivante. Bon, la célébration du 24 mai, c'est une célébration qui a été préparée et qui fait encore l'objet de préparation parce que vous comprenez que fermer un monument comme ça, il faut prendre le temps de le faire et de le bien faire. Il y a des gestes, il y a des rites qui accompagnent cette célébration-là. Et en même temps, bien, on aura à se charger le cœur de souvenirs de ce qui a marqué un peu notre vie ici depuis 1882. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la semaine dernière 2 rencontres avec les paroissiens, une le soir et une autre l'après-midi pour permettre là, au plus de personnes possible de participer. Et les gens ont eu accès à l'Église un peu pour se remémorer, pour se charger là, de souvenirs et de pièces importantes pour eux, des endroits parlants pour eux. Et par la suite, on a partagé un peu là-dessus et on s'est redit les beaux souvenirs qui allaient nous rester, qui allaient nous marquer. Et on a aussi partagé, comme on le fait quand quelqu'un nous quitte, on a partagé aussi les émotions devant la fermeture. Et comme les chrétiens sont des gens d'espérance qui sont tournés vers l'avenir, d'une vie qui ne s'arrête pas, eh bien, on a regardé un petit peu ce qui allait aussi se passer après le 24 mai. Alors, ce nouveau rendez-vous à l'Église Saint-Martyr canadien, cet accueil qu'on aura à faire, là, particulièrement des gens qui viennent du Faubourg Saint-Jean-Baptiste avec ceux de cette portion du quartier Montcalm. Alors, comment, comme chrétiens, on va se réorganiser dans notre vie communautaire et dans notre vie pastorale. Bon, vous comprenez que cette maison, on la ferme au culte parce que la communauté chrétienne n'a plus le moyen financier là, de la faire vivre, mais je dois vous dire qu'il y a des gens qui sont en travail, et d'un travail assez impressionnant pour donner une autre vocation à la maison. Et là-dessus, je pourrais laisser M. Zi là, vous en parler un peu. Alors, comme M. l'abbé disait tout à l'heure, en fait, c'est pas un événement joyeux. Hein? C'est avec beaucoup de tristesse qu'on doit fermer l'Église comme telle. En tant que président de l'Assemblée de fabrique de Saint-Jean-Baptiste, je dois avouer qu'on a travaillé au cours des 10 dernières années au moins pour trouver des solutions, justement, pour financer des activités et de maintenir l'Église comme telle. Mais la réalité est qu'à la fin, il manquait encore le financement pour. Et moi, je pense que effectivement, on a quand même bien travaillé pour qu'il y ait une espèce de passage en douceur, justement, vers l'Église Saint-Martyr canadien. Puis effectivement, on va avoir une nouvelle dynamique qui va être développée, à mon avis, qui est un bon testage, justement, de notre esprit chrétien. Finalement, l'Église, c'est pas juste les bâtiments.
Il y a plus que ça. L'Église est dans chacun de nous. Alors, voilà ce que j'ai à dire. Peut-être que vous vous demandez là, comment se fait la fermeture d'une église. Alors, c'est sûr qu'il y aura l'Eucharistie solennelle. Bien des gens seront invités à y participer. Et à la fin de la célébration, les rites qui deviennent marquants, c'est le transfert du Saint-Sacrement. Alors, c'est sûr qu'on va sortir la réserve eucharistique, on va la conduire dans un lieu avant qu'elle soit transférée définitivement du côté de Saint-Martyr canadien. Par la suite, on va remettre un souvenir aux gens qui participeront à cette Eucharistie. Et par la suite, on va retirer la pierre d'autel de l'autel majeur et les autres pierres d'autel avec les reliques qui sont enfermées, parce que ce sont des biens là, qui appartiennent à la communauté et qui sont des biens sacrés. Alors, on va convenablement faire aussi le transfert de la pierre d'autel et des reliques là, qui sont ici. Par la suite, les gens seront invités à quitter le temple à la suite du cierge pascal, à accompagner le cierge pascal là, jusque sur le parvis de l'église. Et on entendra les cloches donner leur dernier son. Et puis, par la suite, c'est la bénédiction qui conclut la célébration et l'invitation à se retrouver en communauté le dimanche suivant du côté de l'Église Saint-Martyr canadien. Est-ce que ça veut dire que l'Église va être désacralisée? Non, l'Église n'est pas désacralisée, elle est fermée au culte. Alors, elle reste notre bien. Et si jamais dans les mois ou les années qui suivent, on trouvait un projet qui puisse convenir et maintenir à la fois le culte et une autre vocation, on va rapporter bien simplement la pierre d'autel et on reprendra la vie ici. Vous parlez d'un travail impressionnant qui se fait actuellement pour trouver des solutions pas la sauvegarde, mais pour la suite des choses. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? C'est une table qui a été, c'est sûr qu'au lendemain de l'annonce de la fermeture de Saint-Jean-Baptiste, écoutez, ça secoue tout le monde, y compris le monde politique. Alors, le ministère de la Culture, qui est un peu responsable de la maison, c'est un monument historique. Bon. Alors, le ministère de la Culture a convoqué une table de concertation sur laquelle on a retrouvé des personnes du diocèse, la communauté chrétienne, du Conseil du patrimoine religieux, le tourisme religieux, bon, et tous les paliers de gouvernement, là, autant municipal que provincial. Et bon, cette table de concertation, c'est le groupe Ecclesia, qui existe depuis déjà fort longtemps et qui cherche justement là, à redonner une autre vocation à l'Église, qui a pris la responsabilité de donner suite là, à cette première lancée. Alors, je sais là, que Ecclesia s'est rassemblé à quelques reprises et là, le mouvement est enclenché là, pour trouver non seulement une autre vocation, mais le financement là, qui permettrait la reprise de la vie. Ça mène vers quoi comme projet? Est-ce qu'on parle encore de la salle de réception? C'est toujours sur le projet. C'est une salle qui serait magnifique pour ça. Moi, j'ai parlé d'en faire une école d'art et métiers, sauver les métiers traditionnels qui se perdent. Là, on pense à l'art du vitrail, on pense à la dorure, on pense à la sculpture, on pense à tout ce qu'il y a de peinture particulière ici, la restauration des bâtiments de cette ampleur, les facteurs d'orgue qui seraient appelés à y travailler. Alors, ce serait une excellente école et en même temps, on pourrait faire une pierre deux coups, préserver des métiers et en même temps, préserver aussi l'Église. Bon, mais il y a des sections de décision là, qui ne m'appartiennent pas. On a parlé aussi d'un débordement d'archives du côté du pavillon Cazot, où on en aurait plus qu'en abondance. Alors on a dit, ça serait peut-être un lieu ici pour en faire une réserve et en même temps où avoir un lieu où les gens pourraient accéder à certaines données d'archives. Bon, il y a bien des choses dans l'air. Vous êtes optimiste alors? Moi, je suis toujours optimiste. J'en fais pas partie dans le club, mais je pense que, écoutez, il y a une dynamique d'espérance qui anime les chrétiens et les catholiques.
Bon. Si on se laisse toujours envahir par on meurt, moi, je me suis pas fait prêtre pour... je vais mourir physiquement, là, mais je me suis pas fait prêtre pour engendrer la mort. Je suis un prêtre pour donner la vie. Alors, nos maisons, il faut tout faire pour. Et non seulement pour les garder en vie, mais aussi pour traduire un respect de l'héritage qui est parvenu jusqu'à nous. Comme je dis souvent, on a bâti ça ici, là, pas avec les techniques du monde moderne. Il faut reculer en 1880. Alors, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de nacelle, il n'y avait rien, non? Puis on a fait ces bâtiments-là, probablement qu'on ne serait pas capable de les refaire aujourd'hui. Sinon, les travaux qui sont nécessaires, urgents, touchent quelle partie de l'Église? Bien, dans les travaux à réaliser ici, ce qui est clair, c'est que pour terminer le programme de mise à niveau du bâtiment, il y a encore des travaux à faire sur l'enveloppe extérieure et bien sûr l'ensemble des décors intérieurs. On évalue cette opération-là à 10 millions comme tel. S'ajoute à cela un autre 700 à 1 million, 700 000 à 1 million de dollars, si on y donne une nouvelle vocation, par exemple un centre d'exposition, un lieu de concert, un centre d'archives. Donc, il y a un autre montant à trouver. Ce qui fait que l'ampleur des travaux à réaliser ici, là, et pour la conservation de l'édifice et pour développer de nouveaux usages qui sont à définir, on estime que c'est autour de entre 10 et 12 millions de dollars. Bon, il existe certains programmes de subvention. Enfin, il n'en existe qu'un seul, qui est administré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, financé par le ministère de la Culture. Mais c'est un programme qui permet de subventionner actuellement 80 des travaux sur l'enveloppe comme telle. Mais le problème, c'est que la fabrique actuelle et le diocèse, on ne dispose pas de fonds. Au cours des dernières années, plus de 5 millions de travaux ont été réalisés ici. Et là-dessus, s'ajoute à peu près 7 à 800 000 de travaux supplémentaires réalisés et payés directement par la fabrique. Si on regarde un peu les chiffres là, depuis le début des années, fin des années 90. Alors, comme organisme qui vit de la charité publique, je parle de la fabrique, puis bien sûr le diocèse, on a mis tout ce qu'on pouvait dans les programmes existants de subvention. Et depuis 2009, on dit au ministère de la Culture, au gouvernement, à la Ville de Québec, on n'est plus capable de poursuivre. Ce qui nous a amené, après de nombreux efforts, après beaucoup de réflexions, à conclure qu'il fallait poser un geste. Et le geste, c'est de fermer à tout usage public cet immeuble-là, en attendant qu'une autre organisation ou institution prenne la relève de la fabrique pour pouvoir réaliser le programme de travaux pour la sauvegarde du bâtiment et aussi trouver un nouvel usage et trouver les investissements requis pour développer ce nouvel usage-là. Ce qu'on va célébrer à travers la célébration de fermeture au culte armé, c'est on croit, puis on espère que d'autres personnes, puis particulièrement les bénévoles sur le groupe Ecclésia, avec l'appui de divers organismes, puissent, dans les prochains mois, puis au plus tard les prochaines années, réussir à relever le défi de trouver un montage financier, identifier une nouvelle vocation et éventuellement revenir ici puis réouvrir cet immeuble-là. Et ce qu'on dit, nous, comme communauté chrétienne, on est tout à fait disponible à y revenir puisque l'Église va toujours avoir toujours son statut d'Église paroissiale sacrée pour l'instant. Et si jamais, dans le nouvel usage, on souhaite la présence de l'Église catholique pour continuer à être affectataire ici, nous sommes prêts. Mais sur le plan financier, on n'a pas ni les ressources, ni la capacité de relever ce défi-là. Est-ce que la communauté d'affaires,
j'avais écrit là-dessus dans le soleil, est-ce que ça s'est manifesté un peu, c'est lettre morte après l'appel de monsieur, dont j'oublie le nom. C'est ma question aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que les gens d'affaires sont manifestés? Pas moi, en tout cas, là. Ouais. Non. Ce qui est clair, c'est qu'actuellement, il n'y a pas eu une mobilisation, une réponse à la demande. Il n'y a pas de mécènes qui se sont présentés, il n'y a pas d'organisation. Il y a des bénévoles de premier plan qui sont impliqués à travers la fabrique, à travers le comité du patrimoine, à travers le groupe Ecclésia, on l'appelle le groupe Ecclésia. Il y a des gens du quartier ici qui sont impliqués dans un sous-comité de réflexion pour voir quel usage on pourrait développer, parce qu'actuellement, l'Église avait deux grandes fonctions, le culte, la pastorale et la fonction de soutien social et communautaire. Mais comme la fabrique n'est plus en mesure de continuer, il va falloir que cette autre organisation, est-ce que ce sera le groupe Ecclésia, est-ce que ce sera une autre organisation? Est-ce que ce sera financé à l'aide de fonds publics? Est-ce que la Ville de Québec, le ministère de la Culture ou le gouvernement va s'y impliquer concrètement, étant donné que tout le monde reconnaît que cet édifice-là est un monument exceptionnel, il est classé, donc il est important de pouvoir le rendre accessible au public et de l'utiliser. Alors, est-ce qu'on aura des réponses rapides? On le souhaite, on l'espère beaucoup. Et d'ailleurs, ça va être dans l'ordre de notre prière en mai, en souhaitant que les gens puissent créer des solidarités et rêver et réaliser leurs rêves. Puis notre rêve à tous, c'est qu'à moyen terme, cette église-là soit réouverte et devienne aussi un carrefour où il y a de la vie. En parlant de la vocation communautaire, est-ce que la Soupe populaire a trouvé un autre emplacement pour les opérations? Excusez? Oui, je pense à la Société Saint-Vincent-de-Paul, à la Conférence Sainte-Geneviève. Des démarches sont en cours de route. Là, probablement que ce sera la Maison Mère Mallet qui va les accueillir. Et si ce déplacement-là ne se faisait pas de ce côté de la Maison Mère Mallet, l'Église Saint-Martyr canadien a une place déjà de réservée pour accueillir ce service-là. Parce que le soutien aux démunis, le soutien aux personnes qui vivent de fragilité, là, ça fait partie de notre mission. On ne peut pas arrêter ce service-là. Alors ça, c'est quelque chose duquel on s'est assuré là, dès le début. Ouais. Donc la situation par rapport à Saint-Vincent-de-Paul n'a donc pas évolué par rapport à ce que j'avais écrit il y a quelques semaines dans InfoPlus? Non, moi, j'ai pas eu de réponse définitive encore. D'accord. Ouais. Question qui me taraude un peu. La décision de fermeture a été prise de mémoire le 20 février pour le 24 mai, ce qui laisse environ 2 mois. Est-ce que l'accord de 1999 entre le diocèse, la ville et le ministère de la Culture est toujours valable ou pas? Je vais répondre à cette question. Cette entente, qu'on appelle ça une entente politique, actuellement est caduque. Alors, bien sûr, lorsqu'elle avait été signée entre l'évêque de l'époque, Monseigneur Maurice Couture, le maire de l'époque et la ministre, en tout cas le ministre de la Culture de l'époque, ça donnait des grands principes. Les principes sont toujours valables, mais l'entente comme telle n'existe plus ou n'est plus appliquée, en tout cas n'est plus reconnue, et on l'a vérifié au cours des années 2000, ni auprès du ministère, ni auprès de la Ville de Québec. Pour eux, cette entente-là est... On prévoyait un délai d'1 an entre l'annonce et la fermeture. Oui, c'était ça. Et effectivement, ici, on constate qu'on a respecté les délais, puisque depuis 2010, nous annonçons nos couleurs. Nous avons appuyé, puis même avant, parce qu'il y a eu des grandes études en 2002. Il y a eu aussi la fabrique et le diocèse, on a remis un rapport à la commission parlementaire sur la culture et le patrimoine religieux. Et par la suite, il y a eu encore de nombreuses rencontres, particulièrement avec la direction du ministère de la Culture, où on a sonné l'alarme, où on a dit on est rendu à minuit 5, puis après ça, on a passé à minuit 10, puis après ça, à minuit 15, où on disait, bien voici, nous allons faire des consultations, voyez nos chiffres, nous ne sommes plus capables. Et ce qui nous a conduit finalement à dire, bien là, les délais, on vous a averti suffisamment, donc c'est le temps qu'il y ait d'autres réponses.
quand le groupe Ecclésia a commencé ses travaux en 2009-2008, c'est des bénévoles de premier plan, ils ont fait aussi beaucoup de démarches, des études, mais on voit qu'il n'y avait pas de réponse empressée venant ou de programme d'aide existants pour pouvoir les aider à aller plus loin. Alors, je pense que le fait de dire à tout le monde, ben voici, nous fermons au public ce monument-là. On va s'assurer qu'il soit bien protégé, qu'il soit sécurisé. Et tous les jours, il y aura des personnes, du personnel qui vont venir surveiller les lieux. Mais il ne sera pas réouvert au public tant qu'il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas une solution pérenne de trouver. Est-ce que ce sera avec le groupe Ecclésia ou avec un autre groupe? Là, ce sera à tout le monde de trouver cette solution-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire l'inventaire patrimonial et le déménagement de certaines pièces ou pas encore? Bien, des inventaires, il y en existe. On a tout ça, puis ils sont à jour. Je vais laisser l'abbé Pierre répondre pour ce qui s'appelle les objets du culte et les objets sacrés. Pour les œuvres d'art, tout ça, bien, tout ce qui est ici va demeurer en place. Alors, comme on ferme l'édifice au public, on s'assure qu'il soit sécurisé, donc les objets ils vont être aussi bien gardés que n'importe où ailleurs. Donc ça ici, les objets demeurent en place, en tout cas les pièces d'ameublement, les statues, les vitraux restent en place. Je laisse l'abbé Pierre répondre pour les objets et les archives. Pour ce qui est des archives de Saint-Jean-Baptiste, il y a déjà une grande partie des archives là, qui est rendue à l'église Saint-Martyr. Quand on parle de registres et de tous les dossiers là, qui ont fait la vie paroissiale, les vases sacrés, une grande partie est déjà rendue là, en sécurité à l'autre église. Alors après le 24, on va retirer là, ce qui sert au culte et on va transférer ça simplement. On est actuellement à préparer là, des locaux pour accueillir justement ces biens-là. À quel endroit? À l'église Saint-Martyr. Tout ça en attendant que vous trouvez une autre vocation. Un entretien qui sera très minimal. Vous comprenez qu'on n'investira pas l'entretien comme quand on doit recevoir des gens là, pour les célébrations. Parce que là, on parle de fermeture, alors il n'y a pas de fréquentation de la maison. Là. On va s'assurer que l'église est chauffée minimalement, là, assez pour pas que rien se détériore. Puis elle sera assurée quand même, parce que c'est un bâtiment majeur dans le quartier. S'il y avait un incendie ou quelque chose, il ne faut pas mettre en péril la vie des gens. Et puis, il y aura de la surveillance de fait, mais on ne serrera pas les planchers 3 fois par année. Là. Et pendant combien de temps vous allez le mettre en veille? En dormance? Oui. Jusqu'à ce que vous preniez une décision finale comme quoi, OK, on vend le bâtiment ou on va laisser quand même le temps. Puis si le temps prend trop de temps, il y aura une pancarte dehors un moment donné qui va apparaître, en vente du proprio. Mais vous ne savez pas... Non, il n'y a pas de temps fixé. Non, il n'y a pas de temps fixé pour l'instant. Il y a une prudence à avoir. Puis il faut laisser le temps aux gens d'intervenir aussi. Vous voyez la grandeur du monument ici. On ne peut pas demain matin s'attendre à une récupération ou à une nouvelle vocation. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Mais il y a quand même une limite dans le sens que, d'après toutes les études qu'on a faites sur l'état du bâtiment, il y a des interventions, des travaux majeurs à faire, puis dans une période maximale de 10 ans. Alors, on est en 2015. Plus on va attendre, si on s'imagine en 2025 qu'il n'y a aucune solution de trouver, ça va être très grave. Parce que le bâtiment, même s'il est en état d'hibernation, il continue à vieillir. Et ce qui est actuellement déjà identifié comme élément comme intervention, soit sur la maçonnerie, les vitraux, il y a une détérioration qui se poursuit dans le temps. Donc, oui, on laisse le temps, mais en même temps, on a rappelé à tous les intervenants
que le bâtiment est une chose vivante et que si d'ici 10 ans, rien ne se fait, la situation va être très grave. Le délai de 24 mois qui figure également dans l'entente, là aussi, vous n'en tenez pas compte? On en a tenu compte. Vous en tenez compte? Oui. D'accord. Donc pendant 24 mois, de toute façon, vous vous engagez à tenir la boutique, si j'ose dire, même si on s'engage tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une solution de trouver. Mais on rappelle que si en 2025 ou 2024, il n'y a pas eu une seule intervention, vous imaginez que les coûts vont être exponentiels et que l'état du bâtiment va être encore en pire situation qu'aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir pris ce temps. Et puis, si vous avez d'autres questions à l'un ou à l'autre, on est disponible pour vous. Merci beaucoup.